Bonjour à tous, Mathieu Toulza pour Sport Posture Conseil. Je vous retrouve aujourd'hui dans le cadre des petites capsules vidéo que je vous ai proposé de faire la semaine dernière. Je vous ai expliqué que c'était en réponse à des questions qui étaient récurrentes sur les réseaux et que du coup j'avais fait le choix de vous répondre sous la forme de format vidéo court, c'est-à-dire maxi 15-20 minutes, à 2, 3, voire 4 questions parfois même, selon l'orientation des questions et selon la chronologie des questions. C'est-à-dire on va essayer de partir d'un système de base, de compréhension globale, pour aller de plus en plus vers du spécifique. Aujourd'hui, j'ai choisi les questions de Dorian, qui m'a posé les questions tout simplement sur le réseau, sur Instagram. Il y a 4 questions. Alors, certaines ne nécessitent pas de s'attarder trop longtemps dessus, d'autres sont un peu plus denses. La première question d'entre elles, pardon, est quel est le champ des actions dans l'étude des morphopréférences, et notamment pour des patients non sportifs. Pour rappel, dans la vidéo précédente, que je vous mettrai en lien dans la description, je vous expliquais en gros qu'est-ce qu'étaient les morphopréférences. Je les décrivais, je faisais une analogie entre le structurel et le nerveux, et je vous expliquais potentiellement les incidences qu'il pouvait y avoir. Voilà, c'était une sorte d'introduction. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, je vous invite à retourner dans la première vidéo. Donc là, comment vous expliquer un petit peu quelle était l'action des morphopréférences? En fait, c'est assez simple à comprendre. Je vous ai donc expliqué que les morphopréférences, c'était toutes les interactions qu'il y avait entre le système nerveux, et au sens large du terme, tout ce qui a trait à la motricité, au mouvement et à tout ce qui va favoriser le mouvement, avec le corps qui véhicule ce système nerveux, c'est-à-dire en l'occurrence la structure musculo-squelettique. Au sein de cette structure musculo-squelettique, il y a des règles qui sont immuables. Les longueurs de segments, les longueurs musculaires, les longueurs tendineuses, et les interactions qu'il y a au sein même de cette structure, donc du coup entre ces longueurs osseuses et ces longueurs tendinomusculaires, vont déjà donner une tendance à bouger d'une certaine manière, une facilité à produire potentiellement de la flexion, de l'extension, de l'adduction, de l'abduction, de la rotation interne, de la rotation externe. Ça, c'était pour les nuances et les expressions de la structure. Et du coup, quand ça va s'associer au nerveux, c'est-à-dire à la manière que le cerveau a de bouger, on a vu qu'il savait faire plein de choses. Quand il le peut et qu'il n'y a pas de réflexe, ces petits programmes qui sont engrammés au fond du cerveau qui pourraient potentiellement parasiter un mouvement, mais qui sont aussi là pour être salvateurs et vous sauver la vie quand vous êtes en perte d'équilibre, et bien si ces réflexes ne s'expriment pas, cela laisse place potentiellement à l'expression de mouvements plus naturels, de ce qu'on appelle des préférences motrices. Et du coup, c'est l'interaction de tous ces champs, ces réflexes, ces préférences, ces nuances de motricité, du contexte également, c'est-à-dire l'environnement dans lequel vous bougez, associé donc à ce corps qui va exprimer ces mouvements, qui vont donner toutes ces interactions et qui donnent en résultat en fait ce qu'on appelle donc les morphopréférences, c'est-à-dire l'ensemble de toutes ces interactions qui donnent un observable donné. Voilà. Et donc du coup, quel est l'intérêt d'étudier les morphopréférences chez un patient qui ne serait potentiellement pas sportif? Alors déjà, il est multiple. Au-delà du sport, le sport, c'est juste, qu'on fasse du sport, qu'on n'en fasse pas, le sport, c'est juste un mouvement en version accélérée, c'est-à-dire qu'il y a une intensité accrue, une répétition potentiellement, si on prend la course à pied par exemple, ou le vélo, qui sont des gestes très répétitifs, donc une répétition du même mouvement de manière accrue, donc on a tout intérêt à comprendre le corps et puis le nerveux qui produit ce mouvement de manière à lui proposer la meilleure version de lui-même. Cela étant dit, même dans les activités quotidiennes, le corps bouge, même si c'est des mouvements parfois un peu moins répétés que ça ne serait dans la course à pied, il y a quand même répétition du mouvement. Et du coup, il y a des immuables. La structure qui subit des contraintes, même si les contraintes sont moindres parce qu'il y a moins de vitesse, moins d'impact, il y a quand même des contraintes. Et du coup, la compréhension en fait de cette structure, la compréhension du système nerveux et de comment il bouge dans les mouvements du quotidien, le schéma de fonctionnement est exactement le même. Et donc du coup, par exemple, si vous êtes podologue, parce que je crois que Dorian est podo, si c'est bien la personne avec qui je pense, globalement, que vous ayez des patients sportifs ou non sportifs, ce qui va fluctuer, c'est potentiellement la dureté ou la résistance du matériau, les exercices que vous allez proposer à votre personne qui vont accompagner la remise de vos semelles, mais sinon, dans la manière de bouger, dans la manière de produire de la correction, ça va être la même chose. C'est-à-dire que vous allez produire ou proposer des nuances de flexion ou d'extension en sagittal, des nuances d'adduction ou d'abduction en frontale, et puis de la rotation interne, rotation externe dans les plans horizontaux. Voilà pour une donnée un peu plus technique, et puis pour que ça parle peut-être un peu plus à Dorian. Donc il faut bien du coup de ce fait venir replacer l'individu au cœur du système. Et le sport est juste, c'est comme l'autoroute de la voiture. Voilà, la voiture roule même en ville à 60 à l'heure, et le sport, c'est quand on va sur l'autoroute, on fait tout plus vite, plus fort, et du coup toutes les contraintes qui découlent sont de ce fait accentuées. Donc voilà pour la première réponse. En fait, le champ d'action des morphopréférences, il est exactement le même que ce soit un patient sportif ou un non sportif. C'est juste que les contraintes et les consignes qu'on va donner qui accompagneront potentiellement les semelles pour répondre à la question d'Orient seront un peu différentes, mais sinon l'approche reste globalement la même. La deuxième question que me pose Florian, c'est quel est l'impact des morphopréférences chez des enfants ou des adolescents, notamment dans le cadre d'une prise en charge.
pour les accompagner. Alors là, je pense qu'il parle plutôt dans une vocation à version sportive. Globalement, il est vrai que quand vous êtes en phase de croissance, on ne grandit pas à la même vitesse au niveau de tous les compartiments osseux. Donc certains compartiments osseux vont grandir plus vite que d'autres. Néanmoins, quand vous avez une personne qui vient vous voir et qui a une pathologie donnée, quel que soit le problème, l'idée c'est de répondre à un besoin qui est le sien au moment où on le voit, où on la voit, pardon. Et du coup, par ricochet, on doit prendre en considération la morphologie du corps qui est celle de l'enfant, on le voit, les longueurs musculaires, longueurs tendineuses, et quelles sont les forces en présence, et qu'est-ce qui potentiellement au sein de cette structure corporelle peut être impactante ou à l'origine de sa douleur. Et donc du coup, on va répondre à son besoin, à améliorer le patient au moment où on le voit. Mais ça ne veut évidemment pas dire que dans 5-6 mois, le besoin sera le même et que du coup, les semelles seront toujours identiques. Cela étant, bien sûr, pour les enfants, on a le droit de faire un bilan ou une modification ou voire renouveler les semelles tous les 6 mois à peu près. Donc ça permet d'avoir une marge de manœuvre. Et il est bien important et décisif de dire aux parents qui accompagnent cet enfant ou cet ado de rester à l'écoute de leur enfant et puis tenir au courant le podo, même si vous avez déjà fait votre visite de contrôle à 1 mois ou 2 après, d'ajuster potentiellement les semelles en fonction de grandes modifications s'il y a eu un pic de croissance et qui pourrait potentiellement modifier les forces de la structure en présence ou la morphologie globale. Si le gamin d'un seul coup se met à prendre 10 cm, qu'il a le bassin qui s'élargit, qu'il a l'épaule qui s'élargit, les contraintes structurelles sont plus les mêmes et du coup il faut faire un ajustement. Ça ne veut pas dire tout changer, mais on peut ajuster. Voilà, donc en gros la prise en charge, encore une fois, que ce soit un ado, un enfant ou même donc du coup un adulte, elle est globalement la même. La seule différence c'est qu'évidemment chez l'adulte, sauf accident ou cas particulier, il n'y aura pas de variation des longueurs segmentaires. Attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de changement de morphologie, puisque selon la prise de poids et l'endroit où le poids se prend, les morphologies peuvent être amenées à changer. Je ferai prochainement un post dessus avec l'acteur Christian Bale pour ceux que ça intéresse, où je vous montrerai qu'en fait, à personne identique et à moments différents de sa vie, il transite par plein de formes de corps différents. Pourtant, on a la même personne, on a donc potentiellement la même motricité, les mêmes préférences motrices, mais pas du tout les mêmes morphologies. Donc ça va impacter ses manières de bouger. Revenons à nos moutons. Du coup, dans cette question-là, pour vous dire que globalement, voilà, un enfant, c'est je réponds à sa problématique du moment, à son besoin du moment, et je refais un contrôle à 2 mois s'il y a besoin, et à 6 mois pour voir s'il y a déjà toujours besoin de semelles, parce que c'est pas une fin en soi, et si tel est le cas, s'il y a lieu de les renouveler à l'identique ou d'ajuster en conséquence. Donc ça, c'était la deuxième question de Dorian. Je vais me diriger vers la troisième question de Dorian. En dehors du haut niveau, quel serait l'impact de l'étude et le traitement des morphopréférences pour un sportif lambda ? En gros, encore une fois, pourquoi je reprends toutes ces questions? Parce qu'elles cheminent toutes vers le même sens en fait. Les morphopréférences, c'est un moyen, c'est une manière d'envisager l'humain en partant de ce qui est le moins adaptable vers le plus adaptable. Et du coup, que vous soyez sportif ou pas sportif, si vous êtes sportif, que vous soyez de haut niveau ou de niveau moyen ou niveau amateur, la prise en charge, elle est globale dans le même. On a un corps qui bouge, on a une structure qui bouge, avec une cohabitation qui doit se faire avec un système nerveux qui a une incidence évidemment lors de la croissance de l'individu sur la modification de ce corps, mais il n'a pas potentiellement fait le choix d'être véhiculé dans ce corps dans sa globalité. Dit autrement, c'est plutôt pour dire qu'en gros, le système nerveux doit cohabiter avec un corps qu'il a contribué à façonner, mais qu'il n'a pas fondamentalement choisi. Ce n'est pas la forme d'un corps ou la taille globale purement héréditaire, absolument pas. On sait que c'est globalement environ 50% de la donne, et 50 autres pourcents, c'est essentiellement lié à l'environnement biopsychosocial, ce qui est très à la mode en ce moment, à l'écosystème, bref, à tout ce qui va pouvoir contribuer de près ou de loin à façonner la taille et la longueur des différents segments. Donc du coup, cet impact des morphopréférences est exactement le même que vous ayez des sportifs de haut niveau ou des sportifs lambda à gérer, que ce soit dans votre cabinet, que ce soit dans le cadre de coaching, de préparation physique. C'est exactement pareil. C'est avant tout, je le répète, une structure musculo-squelettique qui bouge sous l'effet d'un pilote qui est le système nerveux. Voilà, donc ça c'était pour la troisième question de Dorian. La quatrième question. Celle-là, elle est peut-être un peu plus technique et nécessite peut-être un peu plus de réponses en profondeur. Il me demandait, y a-t-il moyen de prédire ou d'influencer, donc entre parenthèses via des semelles, de la stimulation, du renforcement, de la préparation spécifique, la croissance et la future morphologie ou l'anatomie d'un enfant qui deviendra adulte? Alors, c'est une vaste question que je vais essayer de simplifier parce que sinon on pourrait rester très longtemps dessus, mais elle est pertinente parce que, encore une fois, ça rejoint la deuxième question qui était la sienne, de savoir en gros quel était l'impact des morphopréférences durant la phase de croissance. Là, on est dans la même question. C'est est-ce qu'il y a des moyens de jouer, des leviers qui pourraient permettre de modifier la future morphologie d'un individu? Alors, pour répondre simplement au départ, oui et non. Ok, maintenant vous êtes bien avancé.
Ce que je veux dire par là, oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au début, aujourd'hui, pour pouvoir comparer ces données-là, il faudrait être capable d'analyser en fait deux personnes qui produisent exactement la même contrainte, issues du même code génétique, donc des jumeaux monozygotes pour sûr, dans le même environnement, soumis à la même contrainte, au même dose d'entraînement, etc., etc. Autant des comparaisons entre jumeaux monozygotes dans des environnements différents ont été faites, et du coup là on voit clairement des nuances de morphologie. J'en parle dans une autre vidéo, j'en parlerai pas trop dans le détail aujourd'hui, mais on voit des niveaux de développement et des formes de corps complètement différents, et notamment de la taille. On voit parfois des différences de 8 à 10 cm de taille chez des jumeaux monozygotes, donc qui ont exactement le même code génétique, mais qui n'ont pas évolué dans la même zone, autant du moins dans le même contexte. Donc ça, c'est pour répondre à votre question. Donc on voit déjà que l'environnement a une manière d'influer sur les morphologies, mais on ne sait pas à quel point. La seconde question du coup, c'est est-ce qu'il y a des exercices qui pourraient stimuler ça? Il est clair que plus vous pratiquez dès votre plus jeune âge certains mouvements et qui potentiellement peuvent être répétitifs, plus vous allez avoir à façonner des formes musculaires, des longueurs musculaires et potentiellement des longueurs osseuses. Cela étant, si vous êtes programmé pour faire 1m70, vous pouvez faire du basket 5 heures par jour, il y a très peu de chances que vous fassiez 2m20. Voilà, on est d'accord, je prends des caricatures, mais globalement, ça va peut-être aider à croître, puisqu'on sait quand même que sous l'effet des lois mécaniques auxquelles est soumis un système vivant, et ça c'est notamment Darcy Thompson au niveau du XXe siècle, avec Alan Turing qui en ont parlé, et la manière que vont avoir s'agencer les cellules corporelles, les cellules musculaires les unes par rapport aux autres, vont être en adéquation avec la stimulation mécanique à laquelle elles sont confrontées. C'est-à-dire qu'en gros, elles vont aller dans le sens de la traction vers laquelle elles sont stimulées. Mais les études qui sont faites aujourd'hui, elles sont faites sur des cellules ou sur des fibres musculaires qui ont été prélevées. Elles sont donc non plus in vivo, mais elles sont vraiment en labo. Et il a fallu suspendre la fibre musculaire pendant 3 semaines pour commencer à avoir un allongement de cette fibre. Sauf que cette fibre n'était plus soumise à un tonus postural, à un système vivant. Et du coup, on ne peut pas en tirer de grandes conclusions. Donc ça, c'était pour répondre à la question de Dorian sur la possible ajustement ou allongement des fibres musculaires. Mais on voit quand même globalement en consultation, en regardant par empirisme, on voit quand même des tendances. Des enfants qui ont pratiqué certains sports de manière assez répétitive versus d'autres enfants qui ne les auraient pas pratiqués, on va voir parfois des morphologies de corps différentes. On a également quelques cas sur des jumeaux qui ont été observés. On voit que selon que le jumeau, encore une fois, monozygote ait fait de la course à pied et l'autre ait fait des sports de force, clairement les longueurs musculaires ou les formes musculaires parfois sont amenées à fluctuer. Voilà. Donc ça c'est intéressant parce que du coup on voit potentiellement qu'il y a certainement un lien ou des exercices qui vont contribuer à façonner notamment l'allongement des tissus tendinaux musculaires. On sait également que, ça c'est une loi qui est un peu plus ancienne, que tout tissu osseux ou tout cartilage qui va avoir ses surfaces comprimées va avoir sa tendance à la croissance ralentie versus qu'un cartilage qui aurait une compression moindre permettrait du coup un facteur de croissance accru. Donc ça c'est avéré, on le voit bien. Donc on voit que, encore une fois au début, là on a au stade de la connaissance qui est le nôtre, on pressent des choses, il y a certainement une incidence à pratiquer certains mouvements par rapport à d'autres pour développer certaines capacités ou certaines parties de votre corps, de certaines structures corporelles. Maintenant, on n'a pas peut-être suffisamment d'échantillons qui ont été faits ou d'études qui ont été faites pour pouvoir en déduire cela. Et encore une fois, il y a énormément d'éléments qui vont venir potentiellement nuancer tout ce qu'on observerait. Et les premiers éléments, ce sont ceux que je vous ai décrits au début de cette vidéo, c'est avoir le contexte. À contexte différent, on voit déjà des nuances dans la croissance de l'os. Et donc, si on voit des nuances dans la croissance de l'os, par ricochet, les tractions sur les tendons et sur les muscles ne seront pas les mêmes. Donc voilà quelque chose qui pourrait peut-être alimenter la question qui était celle de Dorian. Voilà, écoutez, voilà pour cette petite capsule vidéo. C'était donc 4 questions, mais qui me paraissaient très pertinentes et très intéressantes, parce que c'est quand même des choses qui me sont posées de manière très régulière sur les réseaux, et notamment chez les enfants, puisque nombre d'entre vous avaient affaire à des enfants de tous âges, et on ne peut pas faire fi de ces questions-là. Donc la morphologie à laquelle vous avez votre enfant, à laquelle vous êtes confronté en regardant votre enfant ou votre ado, elle est ce qu'elle est. Ça ne veut pas dire qu'elle restera telle qu'elle en termes de ratio, en termes de taille, en termes de largeur. Mais au moment où vous les voyez, s'il y a une blessure ou un besoin de prise en charge, il faut répondre à ce besoin-là. Et donc quel est l'état des lieux à ce moment-là? Il faut tenir compte des morphologies, évidemment. C'est immuable. C'est indispensable de mon point de vue. On ne peut pas travailler sur un corps sans tenir compte des lois propres à ce corps. Quand bien même il sera amené à changer, si vous voulez essayer d'individualiser au maximum votre prise en charge,
large. Ça ne peut pas être exclu de la donne, on ne peut pas se cantonner de travailler sur des grands principes. Il n'y a aucune critique dans ma façon d'exprimer les choses, mais c'est pour simplifier encore une fois mon exposé. On ne peut pas travailler sur des grands principes généraux en partant du postulat que, comme de toute façon la structure va être amenée à changer, on n'en tient pas compte. Certes, elle est peut-être pas finie, mais on a quand même besoin d'en tenir compte au moment où on l'observe, parce qu'au moment où on l'observe, elle a peut-être sa part à jouer dans la douleur ou dans la pathologie pour laquelle l'enfant ou l'adolescent est venu vous voir. Voilà, donc je vous remercie pour votre intérêt. Si vous êtes intéressé, n'oubliez pas de liker s'il vous plaît, de partager comme je vous l'ai expliqué en première vidéo. Ce qui est très important pour moi, c'est que vous puissiez justement interagir sur les sujets. On est vraiment au tout début d'une histoire et l'idée c'est vraiment de profuser ça, si j'ose dire, ce discours où toutes ces possibilités qui peuvent être apportées par ces observables ou par ces morphopréférences au plus grand nombre. Donc si vous êtes intéressé par tout ça, n'oubliez pas de vous abonner, à partager, suivez, vous pouvez suivre sur les réseaux Sport Posture Conseil, vous avez les liens dans la description sous cette vidéo. Pour ma part, je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour répondre à 2 ou 3 questions, encore une fois, en fonction du contenu et de la densité. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Merci à tous, bonne journée.